RCF. Sainte Madeleine Sophie Bara, 1779-1865. Les philosophes des Lumières, les penseurs et activistes radicaux de la Révolution française, à l'exception notable de Condorcet, ne firent rien pour promouvoir l'égalité ou les droits des femmes, ni d'ailleurs l'égalité ou les droits des serviteurs et des classes non propriétaires. Au contraire, ils supposaient que les hommes blancs, riches et instruits étaient la norme. Cette vision de la femme comme secondaire et inférieure à l'homme fut encore renforcée par le Code civil sous Napoléon. Or, une petite sainte, tout juste d'1,50 m, fille de vigneron bourguignon, va préparer la voie au XIXe siècle pour un espace inédit et une place nouvelle pour des femmes bien au-delà de son propre temps. Tandis que la valeur des femmes en elle-même n'était pas reconnue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est dans l'Église catholique que Sainte Madeleine Sophie Bara a pu être reconnue et a mis en œuvre ses exceptionnelles capacités d'entreprise en tant que fondatrice de sociétés religieuses. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Sainte Madeleine Sophie Bara, nous vous proposons d'assister à la fondation de la Société du Sacré-Cœur. Une histoire de voyage incroyable, de difficultés apparemment insurmontables, de lutte de pouvoir, d'amitié, de trahison et de réconciliation. Le tout au service éducatif des enfants et inspiré par une magnifique dévotion au cœur de Jésus. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Une petite bourguignonne qui monte à Paris très tôt dans la tourmente révolutionnaire, éduquée par un frère très exigeant, le père Louis Bara, qui fait une rencontre également, elle fait une rencontre exceptionnelle, le père Varin, et pour une association de jeunes filles qui voulaient placer l'éducation des enfants au centre de leur mission, à la fois active et contemplative, et elle va, après quelque temps à Paris, elle va aller à Amiens, où elle va devenir rapidement la supérieure, on l'avait évoqué dans l'émission précédente, des femmes, des dames de l'instruction chrétienne. Et peu à peu, elle va mettre en place ses qualités de supérieure. Elle est très jeune, imaginez, elle devient supérieure à l'âge de 23 ans, et elle va être guidée pour fonder, notamment à Grenoble, elle a 25 ans, en décembre 1804, où elle va faire une autre rencontre tout à fait étonnante. On dit souvent, c'est une expression, que les saints rencontrent des saints, et là c'est des saintes et des saintes. Sainte Madeleine Sophie Bara va rencontrer une autre sainte, Sainte Philippine Duchesne, qui va avoir un rôle absolument extraordinaire dans les missions en Amérique. Parce que à Grenoble en 1805, elle rentre. Alors souvent, ce sont des anciennes religieuses. On est au temps de l'après-révolution où les communautés religieuses ont été fermées, et donc elles viennent dans cette nouvelle société qui s'appelle pas encore du Sacré-Cœur, et elle va permettre la profession de 5 novices le 21 novembre 1805, et elle doit tout apprendre. Il y a pas vraiment véritablement de règles, d'instructions, et à Amiens, elle va avoir l'aide du père Saint-Estève. Alors le père Saint-Estève, on va en parler régulièrement, et Anne Bonnemont, deux noms qui vont peu à peu étendre leur influence à Amiens. Alors donc ça va être une croissance assez rapide et qui se fait sur un germe. Donc il faut bien reprendre conscience de la fondation, les conditions dans lesquelles s'est fondée cette communauté des sœurs du Sacré-Cœur. Donc dans une très grande pauvreté, proche de l'indécence parfois, les sœurs la nuit ciraient les chaussures de leurs élèves pour gagner quelques petits sous supplémentaires. Donc elles étaient vraiment dans l'indigence la plus complète. Et c'était pas
pas forcément un choix, c'était la situation qu'elle vivait. Et donc c'était ce creuset post-révolutionnaire où l'adoration du Sacré-Cœur, l'adoration eucharistique est apparue comme vraiment le remède. La première idée que nous avions conçue, dit-elle, de la forme à donner à la société a été de réunir le plus possible de véritables adoratrices du cœur de Jésus Eucharistie. Au sortir de la terreur et des abominations de la Révolution vis-à-vis de la religion et du Saint-Sacrement, tous les cœurs battaient à l'unisson. Venger Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel était un cri de ralliement, c'est-à-dire donc répondre à ce manque d'amour par un amour immense, bien plus grand. Deux personnes pieuses ne causaient pas ensemble sans chercher quelques moyens à faire revivre Jésus-Christ dans les familles. Et donc c'est l'idée primordiale de cette société de rétablir l'amour de Dieu dans les cœurs, dans les familles, dans l'enfance aussi par l'éducation, en établissant des lieux, des communautés où on adorerait le Sacré-Cœur. Alors à cette intuition va se joindre d'autres idées, notamment le retour dans les communautés, vers les communautés religieuses naissantes, d'anciennes religieuses qui sont plus dans l'idéal religieux de l'avant-révolution, avec un caractère institutionnel, monastique plus marqué, et sans avoir forcément cette spiritualité du cœur de Jésus. Et donc on va avoir dans les fondations ces deux tendances, ceux qui ont fait partie du noyau vraiment de fondation et qui ont compris cette intuition première que voulait mettre Madeleine Sophie Bara, et puis des sœurs qui voient avec enthousiasme ce renouveau dans l'après-révolution, mais qui rapportent un esprit beaucoup plus monastique en voulant faire vivre la communauté religieuse comme une communauté monastique avec une clôture, avec des règles de prière qui convenaient pas exactement aussi à la forme apostolique de ces sœurs éducatrices. Et donc, il va y avoir des fondations assez nombreuses à Poitiers, à Bordeaux, à Niort, qui vont se développer, se déployer de façon admirable, mais avec des divisions. Alors, en 1806, il y a donc Madeleine Sophie. Elle gère sa communauté d'abord par la charité, en fait, en créant des liens, et elle essaye partout où elle va d'expliquer et de fonder, mais sans autoritarisme, cette intuition fondatrice. Et donc il y a notamment la communauté d'Amiens qui prend ses distances sous la direction d'une autre sœur qui est plutôt dans la ligne qu'on pourrait dire monastique et post-révolution, précédant la Révolution. Donc il va y avoir un certain nombre de calomnies, de défiances, etc. Mais lors de l'assemblée de 1806, le travail qu'a fait dans la souffrance Madeleine Sophie en visitant les communautés, elle voyage énormément dans des conditions très difficiles, son travail d'explication, de lien, de communion par des lettres, par des rencontres, etc., porte du fruit, et finalement, malgré ces divisions, elle est élue donc directrice à vie, supérieure à vie de la société des sœurs du Sacré-Cœur. Et à Poitiers, lorsque, vous l'avez dit, c'est l'un de ses premiers grands voyages, elle a 27 ans, elle va entendre une prophétie d'un jésuite, le père Nectou, qui était déjà connu parce qu'il était professeur à Poitiers avant la suppression de la Compagnie de Jésus au XVIIIe siècle, et il avait prédit les horreurs de la Révolution française, le développement du mouvement contre-révolutionnaire et le triomphe de la religion par le retour des Bourbons. Tout cela en des termes hautement apocalyptiques. Et il racontait notamment la création de cette société du Sacré-Cœur, avec notamment une petite fille qui on va l'associer à Sainte-Madeleine Sophie Bara, qui était destinée à être en France. La fondatrice de cette congrégation était encore occupée du soin de ces poupées, et ce qui correspondait effectivement à Sainte-Madeleine Sophie Bara. Et toute ce récit va imprégner la communauté naissante. Mais pour l'instant, Napoléon en 1807 va reconnaître cette association qui se dirige de plus en plus vers son nom du Sacré-Cœur, même s'il va falloir attendre
attendre 1815 et le Conseil général pour avoir son nom, mais vous l'avez dit, il y a ce qu'on a appelé un germe de destruction. C'est le père Saint-Estève qui est plus jeune et veut devenir le fondateur, tout simplement. Et il prend sous sa coupe notamment la responsable de la communauté d'Amiens. Et puis comme la supérieure à vie, Sainte-Madeleine Sophie, doit voyager tout le temps, elle n'est pas là pour régler. Alors, le père Saint-Estève va écrire une règle où il efface notamment la spiritualité du Sacré-Cœur, mais il va être emprisonné à Paris et il va aller à Rome, où depuis Rome, il essaye de diviser l'ensemble des communautés qui se sont déjà développées en France. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Les divisions au sein de la communauté vont être une source de souffrance immense pour Madeleine Sophie Bara, qui voit cette lutte finalement contre ce qui était l'intuition fondatrice d'une société qui a pour but l'amour du Sacré-Cœur, donc l'adoration eucharistique, et pour moyen l'éducation. Et donc le père de Saint-Estève, lui, voit plutôt l'éducation comme le but de la communauté. Les choses ne sont pas présentées de la même façon. Finalement, si l'adoration eucharistique est acceptée dans la communauté, elle est comme quelque chose d'un peu périphérique. Et donc, il y a vraiment deux compréhensions très différentes. Et Madeleine Sophie se rend compte de qu'il faut qu'elle y aille, qu'il faut qu'elle lutte pour maintenir cette intuition première. C'est pas dans son tempérament, parce qu'elle a toujours cet attrait pour la vie retirée, mais par la force des choses, eh bien, il faut qu'elle y aille, mais elle va le faire avec une immense charité. Donc, parfois, jusqu'à, par exemple, approuver des courriers qui ont été écrits sans son accord, par souci de communion, pour essayer d'effacer les divisions, etc. Et donc elle visite énormément, et tout ce travail aboutit à un nouveau conseil général de 1815 qu'elle redoutait énormément, mais qui va bien se passer. Donc où vont échouer en fait toutes les tentatives pour faire dévier la société de son projet primitif. Alors les constitutions sont adoptées à l'unanimité par toutes les capitulantes. Alors par la suite, il y aura quelques petites modifications, mais très minimes, et donc c'est sur ces constitutions que va vivre dans les années à venir la société. Et donc la nouvelle secrétaire générale, Philippine Duchesne, le note: le 16 décembre 1815 fut l'époque de notre renaissance, ou plutôt l'affermissement de notre société qui avait toujours désiré pouvoir se glorifier d'appartenir du nom et de l'effet du Sacré-Cœur de Jésus. Cette journée se passa dans une sainte allégresse. On avait effectivement, au cours de la Révolution, mis de côté ce nom de Sacré-Cœur, puisque pour des raisons politiques, c'était s'exposer à des condamnations civiles, à une réprobation, puisque l'amour du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, la dévotion au cœur de Jésus était vue comme un emblème contre-révolutionnaire. Donc tant que dure cette révolution, c'était difficile, et même sous l'Empire, c'était difficile de l'assumer, mais ça reste cette intuition première qui là va faire passer donc de ce nom qui avait été adopté transitoire d'âme de l'éducation chrétienne à société du Sacré-Cœur, voilà, qui permet ce plein affermissement, et du coup aussi une nouvelle expansion. C'est impressionnant quand on voit la courbe, elles sont à ce moment-là 108, ce qui est tout à fait sérieux, mais ce qui est encore très minime par rapport aux pratiquement 4000 religieuses qu'atteindra la congrégation à la mort de Madeleine Sophie Bara. Et donc on part vers une expansion qui paraît sur les graphiques assez régulière, mais qui en fait se vit dans de grands combats et de façon tout à fait comme une épopée avec plein d'à-coups.
Oui, alors Damien, nous allons partir à Paris. Elle a 37 ans et parce qu'elle a cette autre grande intuition de se rapprocher de la capitale, d'une société qui serait centralisée et où à Paris il y aurait le noviciat où toutes les femmes qui viennent dans cette nouvelle société du Sacré-Cœur pourraient être formées à cette spiritualité, parce que souvent ce sont d'anciennes religieuses ou des femmes peu formées et comme il y a presque une dizaine de maisons un peu partout sur la France et ça d'année en année ça se développe d'une manière continue. En 1820 il y a 10 maisons exactement. La Sainte-Madeleine Sophie Bara voulait une unité et à Paris, donc ils vont d'abord s'installer rue des Postes et puis là ce qui est très beau, vous l'avez dit, c'est son charisme de réconciliation. Elle va prendre sa pire ennemie, Eugénie de Gramont, qui tenait avec le père Saint-Estèphe qui voulait s'approprier complètement la société en dégageant la fondatrice, Sainte-Madeleine Sophie Bara, la supérieure, et elle va avoir vraiment besoin d'elle, elle va se réconcilier complètement avec elle, puisque ça va permettre le développement de la société. Et puis surtout il faut évoquer Sainte Philippine Duchesne qui en mars 1818 va partir pour la Louisiane que Napoléon a vendu aux tout jeunes américains indépendants de l'Angleterre et où se crée un évêché. Et après 70 jours, donc vous imaginez le transport, c'est absolument incroyable, Sainte Philippine Duchesne va établir une antenne, plusieurs maisons, une puis plusieurs, de cette société du Sacré-Cœur en Amérique. Et ce qui est étonnant, c'est que le Sainte-Madeleine Sophie Bara, qui a des succès de gestion, a une santé complètement catastrophique. Elle s'effondre régulièrement. En fait, c'est du surmenage et puis elle avait des problèmes réels intérieurs. Et c'est une alternance. Et ce qui est également étonnant, c'est que les moments de grande maladie lui permettaient de prendre du recul et d'avoir une vie un peu plus contemplative et de mieux discerner l'avenir afin de mieux gérer à son retour. Et j'ajouterais que elle gérait donc une grande société et elle gérait aussi toute sa famille. Elle avait une direction familiale pour notamment tous ses neveux et nièces qui vont rentrer quasiment tous dans sa propre société. Elle devait gérer aussi ses parents et puis sa sœur toujours en Bourgogne. En 1820, Madeleine Sophie Bara se trouve face à une situation avec deux enjeux principalement qui sont liés à la croissance de son institution. Le premier, c'est la question de l'espace pour le noviciat. Donc, il vient d'être établi à Paris. On est dans la capitale, c'est très bien, mais les locaux sont exigus et ils conviennent plus. Et donc, il y a besoin de ce lieu où puisse s'affermir, s'épanouir cet esprit de cette communauté naissante dans des bonnes conditions. Et puis, le deuxième, c'est de convoquer un deuxième conseil général pour la société pour qu'elle garde, là encore, son unité et son esprit de fondation. Alors, la première question, elle va se résoudre en 1820. Ils vont arriver donc à Paris, ils vont acquérir donc un hôtel. L'hôtel Biron, qui était une immense demeure du début du XVIIIe siècle, construit dans le luxe de cette aristocratie du XVIIIe, donc qui avait été désaffectée, qui était en vente très cher, trop cher pour la communauté. On cherche à l'acquérir, mais le prix est trop élevé. Finalement, la propriétaire va accepter de plus que diviser par deux son prix, puisque aussi c'est intéressant dans ce quartier sous l'époque de la Restauration. Donc on est sensible à cette question de l'éducation, notamment de l'éducation de la noblesse. On se dit que une maison dédiée à l'éducation de la jeunesse et qui sera aussi beaucoup pour la noblesse, ça pourrait être intéressant. Alors le roi lui-même promet des dons. Il va faire des dons importants. Donc c'est encore Louis XVIII à ce moment-là. Il donne 100 000 francs en 2 fois pour donc les francs de l'époque sur une maison qui valait un petit peu moins de 400 000. Et puis le reste va être fourni également par des grands donateurs. En 3 années, Madeleine Sophie réussira à gérer parce qu'elle n'appartient pas à ce milieu de haute aristocratie, mais elle arrivera à gérer l'acquisition de main de maître de cette maison qui va être un lieu très important
important pour l'épanouissement de la communauté. Et puis l'autre question, ce sera la reconnaissance par Rome, donc qui va se faire par étapes également, avec l'établissement, donc une reconnaissance sous forme de bref de Léon XII, en 1826, et l'établissement à Rome à la Trinité des Monts d'une maison également, qui manifeste un lien plus fort avec Rome. Et puis également la question de la reconnaissance ensuite par l'État français. Et donc ça a apporté certains avantages, puisque les sociétés, les communautés éducatrices étaient invitées à se faire reconnaître, mais ça crée également des obligations vis-à-vis de l'État qui étaient redoutées, une perte d'autonomie, une intrusion de l'État dans les affaires de la société. Comme la gouvernance était plutôt favorable et bienveillante envers les institutions religieuses à l'époque, eh bien, on décida de faire reconnaître par l'État français effectivement cette société du Sacré-Cœur. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Sainte Madeleine Sophie Bara, la fondatrice et supérieure de la Société du Sacré-Cœur, une société qui connaît une croissance exponentielle. Au Conseil général de 1820, il y a 10 maisons. En 1827, un autre Conseil général, 22 maisons, puis 24 en 1800, quelques années après. Elle a l'approche de la cinquantaine. Sa société est reconnue par Rome, on l'avait évoqué avant la pause musicale, en 2 étapes, et puis une reconnaissance aussi du pouvoir français, royal, une fondation à la Trinité des Monts, et puis un élément particulier, c'est que à côté de cette grande réussite, un charisme de fondatrice et de supérieure, elle doit assumer une vie spirituelle parfois difficile. Elle est surmenée parce qu'elle gère quasiment tout seul, c'est l'ensemble de ses maisons, et elle avait un directeur spirituel, Jean Montaigne, le père Jean Montaigne, qui meurt en 1821. En 1822, c'est sa maman qui meurt, et elle a une grave maladie, et sa nièce, Dosithée, dans une offrande d'amour, va mourir également jeune, en demandant que sa tante, la fondatrice, survive à sa maladie, ce qui va être réalisé. Et puis là, elle va faire la rencontre du père Joseph-Marie Favre, qui n'est pas le bienheureux Pierre Favre, un jésuite du XVIe siècle, mais un saint prêtre qui va avoir une correspondance très importante avec elle et va la soutenir, Sainte Madeleine Sophie Bara. Dans ses inquiétudes, elle avait du mal. Elle parlait très bien de la belle spiritualité, d'amour du Sacré-Cœur, mais c'était plus difficile pour elle dans sa vie intérieure d'en vivre vraiment. Elle avait une crainte de ne pas être aimée assez par le Seigneur, et ce père Joseph-Marie Favre va l'aider, l'encourager, lui dire que le Seigneur est bon et qu'il fallait qu'elle se rende complètement dans qu'elle fasse un cœur à cœur, un tête à tête avec son Seigneur qu'il aimait de toutes ses forces. Et elle va réussir à tenir en partie grâce à cette très belle direction spirituelle. Alors la société s'affermit et grandit, donc elle répond aussi aux attentes, aux besoins du temps. Il y a en 1832 une épidémie de choléra à Paris. Madeleine Sophie en est très affectée, puis elle va lancer l'accueil des orphelines, donc suite à l'épidémie de choléra.
Il y a un contexte aussi politique qui est un petit peu particulier puisque la société avait adopté les formes des jésuites, donc une forme apostolique, et donc le mode de vie, les règles des jésuites s'appliquaient dans cette fondation. Ça convenait bien à son motif apostolique, mais donc les jésuites avaient pas forcément bonne presse en France, ce qui créait des dissensions. Et puis ensuite, on liait parfois trop aux jésuites le sort de la communauté. Donc, par exemple, à Turin, lorsque la fondation est refusée sous motif qu'il n'y a pas de communauté jésuite, Madeleine Sophie va prendre cette occasion pour rappeler qu'il s'agit bien de deux congrégations différentes qui ne sont pas forcément à associer l'une à l'autre. Alors, il y a le contexte de la révolution de 1830 qui a été aussi le retour des peurs de la grande révolution, mais finalement, la communauté traverse cette période difficile avec ce sursaut d'anticléricalisme. Et puis les fondations continuent, et également une deuxième fondation à Rome qui donne l'occasion à Madeleine Sophie de rencontrer plusieurs fois le pape, et aussi d'avoir des explications donc avec ce pape Grégoire XVI qui ne cache pas son souhait de voir les religieuses garder une clôture plus stricte, mais qui pourtant s'ouvre avec ses échanges avec Madeleine Sophie Bara à cette forme apostolique de cette communauté du Sacré-Cœur. RCF.